Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alexandre, si on ouvre son ordinateur portable ce matin pour aller vérifier soit ses placements ou différentes applications et que ça ne marche pas, vaut mieux ne pas paniquer ou lancer son téléphone. Non, parce que c'est une panne massive d'Amazon Web Services, AWS, qui perturbe, là, à l'heure où on se parle, plusieurs sites, plusieurs services également. Puis oui, ça va de certains sites plus spécialisés, mais aussi d'autres applications comme Snapchat, Amazon, Prime Video, Fortnite, les amateurs de jeux vidéo. On peut pas jouer à Fortnite ce matin. Bon, là, ça reste flou au moment où on se parle, là, mais ce serait donc des difficultés qui auraient été quand même identifiées. Là. On aurait identifié chez Amazon Web Services une cause potentielle de ces taux d'erreur élevés sur les différents sites web. Là, je vous épargne là, le langage informatique que seule une poignée de gens comprennent, mais on est en train de résoudre le problème. Ceci étant dit, en attendant, là, il y a beaucoup de choses qui sont paralysées ce matin. Là. Ça fait le tour du monde. C'est à la une de plusieurs grands médias. Là. Mais tout ce qui tourne autour des crypto-monnaies, je voyais des gens se mettre... Parce que sur X, là, écoute, les gens étaient enflammés, des gens qui voulaient faire des transactions. Toutes leurs applications étaient paralysées. C'est quand même... les fameux clouds, là, si on se rend compte que ça devient ultra sensible, là, le cloud plante, c'est plusieurs applications, plusieurs types d'opérations. Je ne sais pas en combien de temps ils vont régler ça, mais si ça se règle pas aujourd'hui, je voyais quand même en Europe, il y a des banques qui semblent pas fonctionner ou des grosses affaires à suivre. Ben, c'est un sondage léger, majeur, beaucoup de questions concernant les 30 ans du référendum de 1995. Mais en fait, les questions portent sur un éventuel prochain référendum. Et Paul Saint-Pierre Plamondon sourira pas ce matin. Non, parce que c'est désastreux de A à Z là, pour la souveraineté. Notamment la question, souhaitez-vous qu'il y ait un référendum sur la souveraineté du Québec d'ici 2030? 59 % des répondants souhaitent que non. Le oui obtient seulement que 28 %, 12 % ont refusé de répondre. Maintenant, si on décortique un peu ce sondage-là, est-ce que vous vous identifiez davantage comme Québécois ou comme Canadien? 40 % des répondants s'identifient davantage comme Québécois. Mais ça, c'est le plus bas. 30 % comme Canadien, puis 30 % s'identifient, je sais plus quoi, ils s'identifient comme woke ou ni Québécois ni Canadien. On s'identifiait, il y a quelques années à peine, on s'identifiait comme Québécois, je sais pas dans quel pourcentage, mais pour moi, du 60, 70 facilement. Ouais. Alors, dans cette optique-là, sous question, si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté? Pour 35 %, contre 65 %. Ça, c'est assez accablant. Dans 53 % des cas, la possibilité que le Québec devienne un pays inquiète les répondants. Et là, on est allé... Ceux qui voient ça positif, c'est 20 cas. C'est presque du 2 pour 1 qui sont inquiets versus ceux qui voient ça positif. Ouais. Maintenant, si on va un peu plus en profondeur là, sur... les bienfaits de la souveraineté du Québec, dans certains cas, où le Québec ferait des gains. Finances publiques plus saines. Non, c'est pas vrai. Voilà, je recommence. Il y a juste un sujet sur lequel les gens voient du positif. Un sujet, exactement, et c'est pour mieux protéger la culture et la langue française. Tout le reste, que ce soit d'accroître l'influence du Québec sur la scène internationale, de mieux développer l'économie, d'avoir une meilleure qualité des espaces verts, d'avoir des finances publiques plus saines, d'avoir de meilleurs services en santé et en éducation et de mieux protéger les gens moins nantis, avoir un pays souverain comme étant le Québec n'améliorerait pas ces aspects-là selon les répondants. Il pourrait même les détériorer. C'est ça, selon les répondants. Ouais. Non, mais tu le regardes de A à Z, il n'y a pas une ligne dans le sondage qui est encourageante pour Paul Saint-Pierre Plamondon et le PQ. Même moi, j'ai été renversé là, par certains des chiffres, à quel point l'attachement au Canada, la peur de la souveraineté aussi, la peur de la souveraineté est élevée. Donc, j'ai hâte de voir comment au Parti québécois on va réagir, on va essayer d'expliquer ça. Est-ce qu'on va garder le cap sur l'idée d'un référendum? Parce que là, pour le PQ, c'est référendum, c'est ça le prochain mandat. Est-ce qu'on va vraiment garder le cap là-dessus? Est-ce qu'on peut changer d'idée ou il est trop tard? Est-ce qu'on est engagé le bras dans le tordeur? Ça va être à surveiller.
Les médecins spécialistes réclament maintenant une intervention personnelle de François Legault. Oui, la presse a obtenu d'ailleurs une lettre obtenue qui a été envoyée là, au premier ministre François Legault. Je vous résume l'essentiel de cette lettre-là. En gros, Christian Dubé a perdu la confiance des médecins spécialistes. Les médecins spécialistes accusent d'ailleurs Christian Dubé de faire fausse route, de les amener dans un cul-de-sac au niveau des négociations. L'accuse d'avoir tenu des propos mensongers et méprisants et que le ministre ferait preuve d'entêtement et aurait une volonté de punir les médecins. Ce à quoi le premier ministre a répondu, Mario, je vous invite à reprendre les négociations dès maintenant afin d'en convenir à une entente. Ça mérite d'être clair. C'est un kit ou double quand même pour les médecins spécialistes parce qu'à partir du moment où François Legault décide que Christian Dubé a sa confiance, puis c'est lui qui va rester là, puis c'est avec lui qu'ils vont négocier. Je veux dire que dire tout ça de Christian Dubé, dire tout ça de son vis-à-vis en négociation, tu viens pas d'aider l'atmosphère à la table des négociations. Pendant ce temps, on se demande est-ce que la session des étudiants en médecine est capote là, complètement. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que la date du 20 octobre avait, Mario, été identifiée comme étant là, un point tournant. Là, qu'à partir du 20 octobre, si l'enseignement aux étudiants en médecine n'avait pas repris, ça allait tout décaler, si tu veux, la séquence au niveau de la diplomation, au niveau du début, par exemple, de leur résidence en médecine. Alors, souvenons-nous qu'il y a quelques jours à peine, les grandes facultés de médecine au Québec avaient tiré sur la sonnette d'alarme en disant qu'au-delà de cette date-là, ça allait compromettre leur session. En fin de semaine, Salut Bonjour, je parlais entre autres avec un représentant étudiant de McGill qui me faisait part, effectivement, de ces inquiétudes-là. On sait à quel point le curriculum est très, très, très chargé. On s'inquiète surtout pour les 1000 qui sont en dernière année. Oui, les 1000 qui, normalement, devraient être des médecins résidents, donc soigner du monde l'été prochain. Ils devraient finir en juin puis commencer à soigner des gens. Eux pourraient perdre leur année. Et quand je vous dis que ça va être une semaine importante, c'est que Christian Dubé, dans différentes entrevues, et puis tu l'as eu en entrevue, entre autres à la télé, disait que là, il va avoir des décisions à prendre. Là. Il va falloir que le gouvernement soit responsable parce que ce matin, là, dans le concret, ni les spécialistes, ni les médecins de famille n'ont repris l'enseignement à ces étudiants en médecine. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait les forcer par une loi spéciale? Est-ce qu'une loi spéciale pourrait porter juste là-dessus? Ou est-ce qu'une loi spéciale plus large pourrait les imposer les conditions de travail? Mais est-ce que c'est pas un peu, Mario, contre-productif? C'est-à-dire que je comprends qu'ils sont limités dans leurs moyens de pression, mais là, en ne faisant plus l'enseignement aux jeunes qui étudient en médecine, là, on clame haut et fort qu'il n'y a pas de relève en médecine. Mais là, on vient retarder l'arrivée de la relève en médecine qu'on réclame. Oui, leur réponse, je la connais, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas d'autres moyens de pression. Là. C'est le seul qu'ils peuvent utiliser. Ça donne l'impression de la chasse aux sorcières aussi. On cherche une personne coupable plutôt que de régler le problème. Mais là, au moins, ils se sont sécurisés l'appui. Les jeunes étudiants en médecine dénoncent pas les médecins. Là. Ils dénoncent le gouvernement. Fait que je pense que là-dessus, ils les ont rencontrés pour dire là, retournez-vous pas contre nous. On fait des demandes salariales qui vous serviront quand vous allez être gradué. Tout ça. C'est très délicat pour mais moi, à mon avis, ils se sont tirés plus dans le pied avec le Collège des médecins, là, avec la demande de démission du président du Collège des médecins. Parce ça a brassé vendredi, cette séance. Ça a brassé vendredi, mais ça, je pense que pour le public, ça envoie un mauvais message. Ça envoie un message que c'est comme, je pense que les gens comprennent que tu as une fédération des médecins spécialistes, tu as une fédération des médecins omnipraticiens, ils ont des choses à défendre pour les médecins, ça brasse avec le gouvernement. Il y a des gens qui prennent pour un, des gens qui prennent pour l'autre. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans le public qui, quand tu vas comme sacrifier le Collège des médecins qui est censé être là pour défendre le public, puis que tu t'en vas le sacrifier sur l'autel de négociation, je pense que le seul commun des mortels trouve que c'est exagéré. Là. C'est comme si là, tu vas jouer dans d'autres. Tu utilises quelque chose qui aurait jamais dû être mêlé aux négociations. Ça, à mon avis, c'est plus risqué. Dans la guerre de l'opinion publique, c'est encore plus risqué pour les médecins. Sondage à la mairie de Québec qui a été commandé par Radio-Canada. Comment dire? Ce qui devait arriver, arriva. Tu dis. Alors, c'est un sondage segment Radio-Canada Le Soleil. Gardez en tête, quand je vais vous donner ces chiffres-là, là, de tout le psychodrame qu'on a vécu dans les derniers jours, là, cette possible alliance anti-tramway des deux formations politiques qui succédaient M. Marchand, là, la formation politique de Stéphane Lachance et de Sam Hamad, qui, lors du dernier sondage, lorsqu'on les additionnait, auraient pu passer en tête dans les intentions de vote. Ils se sont entre-déchirés sur la place publique, accusés mutuellement d'avoir fait des manœuvres frauduleuses dans le cadre de cette potentielle alliance-là. Si bien que, les résultats ce matin, Bruno Marchand,
40 % dans les intentions de vote aujourd'hui. Donc lui, il n'a rien fait de spécial, puis il a monté de 10 points. Lui, il a mangé du popcorn, il a regardé le show, puis il a monté. Stéphane Lachance, 16 % Sam Hamad, 14 % et les autres récoltent quelques points de pourcentage mais en fait, dans tout l'imbroglio, Stéphane Lachance a dépassé Sam Hamad. Oui, mais ça reste quasiment dans la marge d'erreur. Sauf que là, même s'ils s'entendaient et se fusionnaient, aujourd'hui, les anti-tramways sont loin derrière. Ils auraient 30 % ils auraient quand même si on les additionne, là, ils sont plus du tout en tête, ils ont 10 points de retard sur Bruno Marchand. La population du Canada, les contribuables qui financent des déplacements coûteux pour les sénateurs, mais surtout pour les conjoints ou conjointes des sénateurs. C'est un dossier dans le journal ce matin qui risque de faire grincer des dents bien des gens. Classe affaires, hôtel, indemnité journalière, cours de langue, peut-on lire. Les sénateurs ont facturé 2,6 millions de dollars en 9 ans aux contribuables pour que leurs conjoints et conjointes les accompagnent. Nos collègues ont épluché des rapports de dépenses des 105 sénateurs et même ceux qui ont pris leur retraite depuis 2016. Alors, c'est une histoire du bureau d'enquête. Je vais vous donner quelques exemples. 4 733 $ pour 6 jours à Whistler, offert à la conjointe du sénateur de la Nouvelle-Écosse, Roger Cosner. 5 900 $ pour qu'un sénateur de la Saskatchewan invite sa compagne, qui ne vit pas avec lui, à le retrouver à Ottawa 3 fois en un mois. Presque 6 000 $. 7 700 pour 2 voyages linguistiques de 5 jours en Colombie-Britannique au profit du conjoint de la sénatrice québécoise Amina Gerba. Alors, c'est quand même dans un contexte où les dépenses explosent à Ottawa. Mais je ne sais pas c'est quoi les règles. Ça paraît, c'est sûr que ça paraît étonnant, là. Étonnant, surtout pour des voyages à l'étranger où tu dis, OK, mais est-ce que c'est... Si t'amènes ta conjointe... Parce que moi, ça m'est arrivé, en voyage à l'étranger, que Marie-Claude vienne, mais à nos frais. Tu comprends? Ben oui. Pas aux frais des contribuables. Là. Ben, c'est ça. Alors, la réponse... Je la comprends pas. La réponse à ta question? Le Sénat fera l'analyse de ce programme et pourrait resserrer les règles, nous assure la sénatrice Saint-Germain. Et il y a eu tout un vol spectaculaire au Louvre. Et là, c'est la traque pour tenter de retrouver effectivement ces voleurs. Qui sont partis avec des bijoux extrêmement précieux. On n'est même pas capable de juger cette valeur-là. Là. C'est une valeur jugée inestimable. C'était des bijoux, des objets de la royauté dans le temps de Napoléon, son épouse également. Alors, on est dimanche matin, une demi-heure peut-être après l'ouverture du musée du Louvre, où il y a vraiment un commando de 4 hommes là, qui se sont fait passer quasiment pour des travailleurs là, qui venaient effectuer... Avec une espèce de nacelle. Avec une espèce, exactement, une nacelle des dossards. Et là, on a fracassé la vitre en l'espace de quelques minutes seulement. Se sont emparés des bijoux et se sont sauvés. Alors là, vous comprendrez, c'est vraiment particulier. Là, des vols spectaculaires au Louvre, là, ça doit faire quasiment une trentaine d'années là, que c'est pas arrivé. Mais de cette ampleur-là, ça a vraiment choqué les Parisiens hier. Pas eu de blessés nécessairement. Le Louvre a fermé ses portes là, hier. Et là, on tente de traquer, de retrouver là, ces gens-là qui ont emporté avec eux 8 bijoux, dont le diadème de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon. 2 colliers notamment, là, c'est ce qui a été volé. Ben, c'est parce que c'est plus rapide de voler que de rentrer dans le musée. C'est long, rentrer dans le Louvre. C'est sûr ça a pris 17 minutes à peu près. Rentrer par une fenêtre, c'est plus rapide. Mais il y aurait eu d'autres vols dans d'autres musées en France. Hein. Je ne sais pas si c'est le mot qui se passe. Il y aurait eu un vol à Limoges il y a quelques semaines. On a retrouvé le 9e objet. Là, c'est la couronne de l'impératrice Eugénie. C'est le seul qui a été retrouvé. C'est le seul qui a été retrouvé. Visiblement, les malfaiteurs l'ont laissé tomber ou l'ont échappé lorsqu'ils se sont enfuis. Manifestation anti-Trump en fin de semaine. Il y en a eu plusieurs. Ça a été couvert ici au Québec. C'était partout en Amérique du Nord. Mais moi, j'avais eu vent qu'aux États-Unis, ça avait peut-être brassé. Puis je me suis dit, mais allez regarder une autre source, voir. J'ai parlé avec Sonia Dritti, qui est correspondante à l'étranger pour Washington, pour plusieurs médias français, entre autres. Ça fait 10 ans, elle, qu'elle couvre les différentes manifestations depuis le premier mandat de Trump. Puis elle était à Washington, D.C. Samedi. Et voici son compte-rendu de comment ça s'est passé sur place. À Washington, c'était plutôt une ambiance vraiment bon enfant. Il n'y a pas eu de débordement. J'ai même vu beaucoup de familles, en fait, qui sont venues à cette
manifestation. Ce qui était aussi marquant, c'est qu'il y a beaucoup de drapeaux américains. En fait, certains manifestants disaient que c'était pour montrer que le patriotisme n'appartient pas aux pro-Trump. Donc, il y avait vraiment une volonté de dire que nous aussi, nous sommes patriotiques, mais le message était nous dénonçons les violations de l'état de droit par l'administration Trump. Ce qui m'a aussi frappé par rapport à toutes les manifestations de l'opposition à Trump que j'ai couvert ces dernières années, c'est que qu'il y avait un certain nombre de manifestants masqués et en fait ils disaient qu'ils ne voulaient pas être reconnus, notamment par leurs employeurs et notamment ceux qui travaillent pour le gouvernement. Donc c'est quand même cela reflète le climat délétère et un certain climat de peur qui règne dans le pays. Cagoulé. Ouais. Mais globalement, ça semble se passer pacifiquement un peu partout. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un peu partout, hein, parce que j'ai entendu plein d'affaires moi, par rapport à ça. Au sport, Charles-Antoine, eh bien, les Blue Jays provoquent un ultime match. Les deux meilleurs mots du monde du sport, match 7. Ce soir, match ultime entre les Jays et les Mariners à Toronto, tout comme hier soir. On a donné un énorme mandat à Trey Savage, 22 ans. C'est celui-là qui a... Il n'y a pas beaucoup de lanceurs à cet âge-là là, qui sont partants, qu'on laisse partir dans un match sans lendemain. C'est lui qui a progressé tout au cours de la saison, a débuté la saison dans les rangs A. C'est lui qui avait battu les Yankees. Clairement, on l'aime beaucoup. Tu sais, son mandat était simple. Prolonger la saison des Blue Jays. Il a été très, très bon. On parle souvent des retraits au bâton, du nombre de points alloués. Ce qui a retenu l'attention dans son match hier, c'est qu'il a mis fin à la 3e, 4e et 5e manche avec des doubles jeux. Il a forcé 3 fois consécutivement les Mariners. Dont 2 fois avec les buts remplis. Là. Exactement. Donc, il a menotté les frappeurs adverses. Ça a été vraiment spectaculaire. Vladimir Guerrero égale un record d'organisation avec un 6e circuit dans une même saison éliminatoire. Il est même pas parti à courir. Il le savait tellement, là. Il est même pas parti à courir. Le toit du stade a levé à Toronto. Barger a également frappé la longue balle. Donc, ce soir, c'est Shane Bieber. On a souvent parlé de lui. On a fait l'acquisition de Bieber malgré une opération Tommy John pour lancer des grands matchs. A eu du très bon, a eu du moins convaincant, mais ce soir, c'est lui qui sera sur la butte pour permettre aux Jays de retourner en finale des séries mondiales pour une première fois depuis 1993. Qu'est-ce qui s'est passé dans la NFL hier? Ben, hier, plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'un premier entraîneur-chef sera congédié. Mike McDaniel, les Dolphins de Miami. C'est une catastrophe. C'est pas évident, là, gérer une équipe à Miami. Bon, la ville, ou l'équipe ressemble à la ville. Très, très exotique, très chaude, très intense, très polarisante. Mais lui, on le présentait comme les players coach, un coach proche des joueurs, comme plus un ami qu'une autorité. Ben, c'est ça. Il est en train de... Je pense que là, ça a passé tout droit. Là. Ils sont plus il n'y a plus d'autorité du tout. L'équipe s'est fait rosser hier face aux Browns de Cleveland. Donc, une seule victoire. J'ai l'impression que ce sera le premier congédiement. Est-ce que c'est la fin pour toi aussi, le corps arrière? On va devoir aller jusqu'au bout de l'expérience cette année. Parce que là, hier, mais c'est aucun touché, 3 interceptions. Et la semaine passée, a lancé tous ses coéquipiers en dessous de l'autobus en disant que les joueurs manquent les rencontres, on est en retard au meeting. Et il a dû s'excuser à ses joueurs en point de presse. Ça, c'était avant de perdre hier dans une contre-performance. Je te parle aussi d'une drôle d'histoire. Lucas Avrisky, le botteur des Packers, le nouveau botteur des Packers, qui, il y a une semaine, se cherchait du boulot comme enseignant suppléant. Parce que clairement, sa carrière allait dans aucune direction louable. Finalement, les Packers se cherchaient un botteur. On lui fait signer un contrat. Hier, il a botté le plus long placement de l'histoire de l'organisation la plus mythique de la NFL, les Packers de Green Bay, 61 verges. Le record de la NFL, c'est 66. Et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, comme dans les belles années de Bill Belichick et de Tom Brady, ont 5 victoires, sont au sommet de la division. Il se passe quelque chose d'assez impressionnant en Nouvelle-Angleterre. Victoire facile contre les Titans.